Le déclic. L'actu. Daniel Fontaine, on va donc d'abord se pencher avec vous sur ce terme utilisé pour la première fois par l'ONG Amnesty International pour qualifier la politique du gouvernement israélien. Philippe Hensmans me fait déjà un signe, c'est la deuxième fois. Apartheid, mais la première fois par rapport à Israël. Voilà, la première fois pour Israël. Ce mot apartheid, expliquez-nous, Daniel. Évidemment, ça évoque d'abord l'Afrique du Sud. Avant les années 90, il y avait ce système de ségrégation. Ça évoque le combat de Nelson Mandela. Les Blancs et les Noirs vivaient séparément. Ils n'avaient pas les mêmes droits. Depuis lors, ce terme d'apartheid a obtenu une valeur juridique en droit international. Alors, ça évoque un régime d'oppression et de domination d'un groupe ethnique sur un autre. Et c'est considéré aujourd'hui comme un crime contre l'humanité. Alors, Amnesty l'utilise pour la première fois donc pour ce qui concerne Israël, mais d'autres acteurs utilisaient déjà le mot apartheid depuis longtemps. Oui, alors les Palestiniens le disent depuis longtemps, qu'ils se sentent victimes d'un système d'apartheid. Des organisations juives de défense des droits de l'homme leur ont emboîté le pas déjà il y a quelques années. Je pense à Yesh Din ou à B'Tselem. Des anciens militaires israéliens, même réunis dans Breaking the Silence, utilisent aussi ce mot d'apartheid. Et puis l'année passée, Human Rights Watch, autre grande organisation de défense des droits humains, l'a utilisé. Et puis aujourd'hui, Amnesty International. Donc on voit qu'aujourd'hui, ça fait de plus en plus un consensus au sein des défenseurs des droits de l'homme d'utiliser ce mot d'apartheid. Alors sur quoi s'appuie Amnesty pour accuser Israël d'apartheid et de crimes contre l'humanité ? Alors, Amnesty se base sur un long travail, puisque 4 années d'enquête qui ont abouti à un rapport de 200 pages, un rapport détaillé. Toutes les lois, toutes les pratiques israéliennes y sont passées au crible du droit international. L'accès à la citoyenneté, le contrôle des déplacements des Palestiniens, les inégalités économiques, les destructions de maisons, la répression des manifestations. Tout cela concourt à un système de discrimination envers les Palestiniens, qu'ils vivent à l'intérieur des frontières reconnues d'Israël, ou alors qu'ils vivent dans les territoires occupés, en Cisjordanie, à Gaza ou à Jérusalem-Est, ou même qu'ils soient réfugiés à l'extérieur d'Israël et qu'ils soient empêchés de retourner sur leur terre d'origine. C'est le constat fait par Amnesty International. Voilà pour le décor qui est planté. Philippe Hensmans, comment est-ce que ce rapport a été produit ? Quelle a été la démarche d'Amnesty International ? Alors, c'est une démarche qui combine deux choses. La première, c'est que l'apartheid, c'est d'abord un système qui est organisé, un système législatif, de lois, de règlements, de positions qui sont prises. Donc, c'est ça qu'il fallait d'abord examiner et voir si c'était en contradiction avec les obligations du droit international. C'est ce que nous avons fait. Et puis alors, il y a le crime d'apartheid qui est le fait de personnes qui mettent en place ce système-là ou qui prennent des mesures pour le maintenir. Et donc ça, c'était alors basé plus sur des témoignages, des situations existantes, etc. Donc il y a les deux aspects dans le rapport, mais la plus grosse partie du rapport, si je puis dire, c'est vraiment une analyse en profondeur des lois, des règlements qui existent dans les différentes parties de l'espace contrôlé par Israël, et pour voir effectivement dans quelle mesure ces règlements respectaient ou non le droit international. In fine, on arrive à la conclusion que tout ce qui est requis pour la définition du terme apartheid est rencontré. Alors Israël a immédiatement réagi, Monsieur Nachon, je l'ai mentionné dans le sommaire de Déclic, accusations fausses, biaisées, antisémitisme, ce sont les mots qui ont été prononcés. Est-ce que vous pouvez détailler ça pour nous ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai pris connaissance de ce rapport il y a 3-4 jours. Je l'ai lu plusieurs fois et je dois vous avouer qu'à chaque lecture, j'ai été de plus en plus choqué par ce que j'ai lu et en réalisant en fait que la réalité que je connaissais, la réalité israélienne, n'avait absolument rien à voir avec ce rapport d'Amnesty. Parce que dit Amnesty en fin de compte ? Il va très très loin. Amnesty dit que l'État d'Israël même, la création de l'État d'Israël en 1948 est basée sur un acte illégitime. Amnesty remet en question l'existence de mon pays. Amnesty omet de dire que 20% des citoyens israéliens sont des Arabes israéliens, la plupart d'entre eux musulmans, certains chrétiens, que les Arabes israéliens, donc dans les frontières de l'État d'Israël, bénéficient des mêmes droits que n'importe quel autre Israélien. Je me demande quelle serait la réaction du représentant d'Amnesty
si à ma place se trouvait maintenant un ambassadeur israélien musulman. Parce que oui, il y a des ambassadeurs israéliens musulmans. Contrairement à ce qu'Amnesty veut nous faire croire, les musulmans et les chrétiens en Israël font partie intégrante de ce pays. Il y a des juges à la Cour suprême, il y a des officiers de police, il y a des directeurs d'hôpitaux, il y a des patrons de boîtes de high-tech, il y a des médecins, d'innombrables médecins, et aussi des diplomates. Donc si j'étais maintenant un arabe israélien en train d'expliquer qu'il n'y a pas d'apartheid dans mon pays, on me croirait pas, bien que je sois arabe. C'est absolument extraordinaire. Ça, c'est le point numéro 1. Et le deuxième point qui m'a particulièrement choqué, c'est l'ignorance délibérée sur 200 plus pages du rapport du conflit dangereux, du conflit qui nous oppose aux Palestiniens, qui nous a opposés au monde arabe, ce conflit dont nous ne sommes pas les instigateurs, ce conflit dont nous n'avons jamais voulu, ce conflit dont nous sommes les victimes, parce que nous sommes les victimes du terrorisme palestinien depuis 70 ans plus, et donc on ignore délibérément les circonstances qui font que Israël doit faire attention pour protéger sa population, parce que ce qu'on nous demande, selon le rapport d'Amnesty, qui est dénué de tout rapport avec la réalité, en fait, c'est de ne pas faire attention, de ne pas protéger nos populations, d'ouvrir nos frontières pour que des Palestiniens, y compris beaucoup de Palestiniens armés de très très mauvaises intentions, puissent pénétrer en territoire israélien et tuer des Israéliens. Tout ça, évidemment, ça dérange pas trop Amnesty. Et tout cela n'a aucun rapport avec la réalité, peut-être que nous la connaissons. Un mot sur les territoires, parce que c'est important. Nous voulons la paix avec les Palestiniens. Nous sommes signataires des accords d'Oslo du début des années 90. Notre but n'est absolument pas de contrôler la population palestinienne, mais bien au contraire, de vivre aux côtés de la population palestinienne avec égalité et harmonie. On va détailler tout ça et revenir, si vous voulez bien, d'abord sur le premier point que vous avez mentionné. Vous dites Amnesty ni l'État palestinien, ni l'État israélien. L'État israélien, la création de l'État d'Israël. Je n'ai lu que la synthèse, je n'ai pas lu les 200 pages de ce rapport, mais je n'ai pas lu ça. Ça veut dire que c'est une conclusion que vous tirez, vous, des arguments qui sont exposés? Amnesty écrit clairement dans ce rapport, et on pourra le trouver par la suite si vous avez envie, que tout ce qui a eu lieu à partir de 1948, donc à partir de la création de l'État d'Israël, et a jeté les bases de ce soi-disant régime d'apartheid dont le but est de discriminer contre les Palestiniens. Alors quand on parle de 1948, on ne parle pas du tout des territoires occupés, puisque les territoires c'est après 1967, c'est après la guerre des 6 jours. Donc je suis obligé d'arriver à la conclusion qu'Amnesty remet en question la légitimité de l'existence de mon pays. Je vois pas d'autre explication et j'aimerais bien en entendre une autre si jamais il y en a. Mmh. Philippe Hensmans, une réaction. Nous n'avons pas lu le même rapport, alors je pense, parce que effectivement, nous le disons très clairement, nous remettons en aucune manière en cause l'existence de l'État juif. Ça serait très clair, ni le même que ce soit un État juif, et comme il l'a déclaré en 2018. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous voulons revenir, nous remettons en question. Ce que nous disons, c'est que c'est vrai qu'à partir de 1948, il y a eu, par exemple, la saisie, surtout 49, la saisie des terres des Palestiniens qui avaient fui. Ces terres ont été confisquées par l'État et même si, objectivement, on a dit les Palestiniens ont la même citoyenneté et pas de nationalité que les Juifs israéliens, eh bien, il n'empêche que les terres qui ont été confisquées par l'État, qui ont été confiées à des groupes comme l'Agence juive et d'autres, je ne vais pas reprendre tous les noms ici, ces terres-là ne sont à 80% jamais données, louées ou vendues à des Palestiniens. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, par exemple, 700 localités juives dans lesquelles les Palestiniens ne peuvent pas habiter. Tout simplement. Il y a des comités d'acceptation d'arrivée de Palestiniens dans la cité, et s'ils le refusent, eh bien, la personne ne peut pas venir y habiter. Dans le rapport, il est notamment mentionné cette loi constitutionnelle de 2018 qui dit qu'Israël est considéré comme un État exclusivement juif. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Et
En tout cas, c'est ce que je lis dans le rapport. L'État-nation du peuple juif. L'État-nation du peuple juif avec une seule langue officielle, l'hébreu. L'arabe est exclu de cette définition de langue officielle. J'aimerais vous faire réagir à ça, Oui, bien Monsieur sûr. Nachon. Ça veut dire que les citoyens arabes n'ont vraisemblablement pas tout à fait le même statut? Mais absolument pas. Absolument pas. Ce que cette loi vient faire, c'est en fait d'expliquer quelle est la nature de l'existence de l'État d'Israël. Parce que s'il n'y avait pas eu de population juive, il n'y aurait pas eu d'État d'Israël. Par la force des choses. Il y aurait eu autre chose. Si la population de cette région du monde était composée exclusivement d'Arabes, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, forcément, ça n'aurait pas été l'État d'Israël. L'État d'Israël existe parce que c'est l'État-nation du peuple juif, ce qui ne signifie absolument pas que des personnes qui ne sont pas juives ne peuvent pas y vivre en bénéficiant pleinement des mêmes droits et des mêmes devoirs que n'importe qui d'autre. Alors il y a une population qui est de 20%, donc à peu près 2 millions d'Arabes israéliens. Il y a aussi des centaines de milliers d'Israéliens qui ne sont pas de religion juive et qui bénéficient exactement des mêmes droits et des mêmes devoirs. Donc on ne peut pas nous faire un mauvais procès alors que l'existence de l'État d'Israël est une existence d'ailleurs qui a été votée et approuvé par la communauté internationale. Et la guerre de 1948, notre guerre d'indépendance, nous n'en avons jamais voulu. Nous étions prêts à accepter un territoire beaucoup plus restreint qui aurait permis la création d'un État arabe, chose que les pays arabes ont rejetée en espérant nous détruire totalement. Donc à chaque fois, nous devons payer le prix du fait que nous n'avons pas été détruits par les États arabes et par les Palestiniens. J'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail sur ce qui est mentionné dans ce rapport pour justifier ce terme d'apartheid. La ségrégation territoriale, les restrictions de déplacement. Ces restrictions de déplacement, j'imagine que vous ne les niez pas. J'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, Daniel Fontaine. Vous êtes régulièrement allé sur place et c'est une des choses qui vous, personnellement, vous a fort frappé sur la différence qu'il existait pour des citoyens en fonction de leur origine quand ils se déplacent. Oui, en tout cas, quand on veut se déplacer en Cisjordanie, c'est très frappant. Il y a deux systèmes de déplacement, deux systèmes routiers. Il y a le système des colons juifs et il y a le système réservé aux Palestiniens. Donc c'est assez frappant quand on est à Jérusalem. Si on veut aller dans une ville palestinienne, on prend un taxi arabe, israélien à Jérusalem et le taximan va vous demander quelle route est-ce que je prends. Est-ce que je prends la route des colons, sachant que le trajet va peut-être prendre 20 ou 30 minutes, ou je prends la route des Palestiniens, on va passer par un checkpoint et on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Parce que le checkpoint, ça peut durer une demi-heure, 1 heure, 2 heures, où on peut être bloqué et ne jamais arriver à destination. Donc moi j'ai le choix en tant que journaliste avec un chauffeur qui a une plaque israélienne, mais les Palestiniens, eux, ils n'ont pas le choix, évidemment, ils doivent passer par le checkpoint. Donc effectivement, au niveau de la circulation, il y a deux systèmes sur le même territoire, deux systèmes différents pour deux populations. Ce sont des choses que Amnesty pointe au niveau des déplacements, au niveau simplement de l'occupation du territoire, quand on veut construire, quand on veut se loger. Et ce sont des choses qui appauvrissent, signale le rapport, qui appauvrissent cette population palestinienne et qui ne lui permet pas de se développer, même en termes démographiques. Ça a un impact significatif. Tout à fait. Et puis, je pense aussi qu'il faut bien signaler que on a dispersé en quelque sorte les Palestiniens. Il y a des statuts différents suivant les endroits où ils vivent, selon qu'on vit en Israël. Et nous le disons d'ailleurs dans le rapport que les Palestiniens ont les mêmes droits et devoirs grâce à la citoyenneté qu'ils ont. Mais par ailleurs, il y a d'autres discriminations qui arrivent sur le côté. Donc qu'on vive à Gaza, qu'on vive en Cisjordanie. Non. En Israël même. Oui, mais Et si on vit à Jérusalem-Est déjà, on a un statut de résident qui peut être retiré si vous ne prouvez pas que vous restez, que Jérusalem est le centre de votre vie. Donc, si vous partez pendant quelques années à l'étranger, vous risquez de vous voir rejeté en Cisjordanie parce que vous n'êtes pas resté suffisamment longtemps sur place. Et puis, lorsqu'on est en Cisjordanie ou à Gaza, et Gaza, là, c'est encore plus évident. Gaza, c'est un blocus, c'est l'armée qui décide ce qui rentre et ce qui sort, depuis les jouets pour les enfants jusqu'au matériel médical. Et donc ça, c'est l'armée qui décide ce qui peut rentrer. Donc on se retrouve avec une situation à Gaza aujourd'hui où je pense que c'est 50% de la population à peu près qui vit sous le seuil de pauvreté. 90% qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ça, c'est la réalité qu'ils vivent sur le terrain aujourd'hui à Gaza. Ces discriminations-là
Et lorsqu'on parle effectivement des déplacements, c'est quasiment d'abord quelqu'un qui est à Gaza ne peut pas venir en Cisjordanie. Hein, ça, c'est évident. Et puis alors, après, parce qu'il est considéré comme un infiltrateur, mais en même temps, c'est vrai aussi pour ceux qui sont en Cisjordanie et qui voudraient retrouver leur famille en Israël. On ne peut pas se marier, par exemple. Ces discriminations-là, telles qu'elles sont évoquées par M. Hensmans, vous ne les considérez pas, vous, comme des pratiques d'apartheid? Absolument pas, parce que ce que monsieur a fait, c'est qu'il a omis soigneusement de mentionner le mot violence, terrorisme ou sécurité. Donc tout l'argument est basé, et les personnes qui nous entendent et qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans notre partie du monde pourraient penser effectivement qu'il y a une volonté délibérée de la part des Juifs israéliens d'imposer un régime différent, un régime discriminatoire et humiliant par rapport à une autre population. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ce qui régit notre situation dans cette partie du monde, ce sont les impératifs sécuritaires. Mais maintenant, que les Palestiniens soient terroristes ou pas terroristes, comme vous les qualifiez, qu'ils soient des citoyens honorables ou moins honorables, ils subissent les mêmes... Mais ce n'est pas moi qui les qualifie de terroristes. Vous savez, le mouvement Hamas est un mouvement qui est reconnu ici en Europe, notamment par la Belgique, qui a été désigné en tant qu'organisation Non, mais terroriste. c'est pas ça que je dis. Tous les citoyens palestiniens sont soumis aux mêmes règles, quel que soit leur profil. Mais bien sûr, parce que le danger est un danger que nous vivons au quotidien. Maintenant, loin de moi de dire que la plupart des Palestiniens sont des terroristes. Absolument pas. La plupart des Palestiniens sont des gens innocents qui payent le prix fort pour cette situation. Et cette situation qui a été imposée et créée par les organisations terroristes palestiniennes. Si les dirigeants du Hamas lancent des roquettes contre Israël à longueur de journée, puisqu'ils le font en permanence, alors que voulez-vous que nous fassions? Voulez-vous que nous ouvrions les portes de l'État d'Israël à ces gens pour qu'ils puissent perpétrer leurs crimes en Israël même? Bien sûr que non. Non, il ne faut pas oublier, et un dernier mot, la paix. Au bout du compte, ce que nous souhaitons, c'est la paix. Aucun Israélien ne veut surveiller ou contrôler un Palestinien. Les Israéliens seront plus qu'heureux s'ils ont la possibilité de vivre aux côtés de Palestiniens, chacun vivant dans son pays et chacun vivant avec prospérité et paix et tolérance. C'est ça l'idée, c'est ça le but. Le but n'est certainement pas d'exercer une autorité quelconque sur quelqu'un qui n'en veut pas. On arrive à la fin de ce débat. J'ai une dernière question pour vous, Philippe Hensmans. Il y a ce rapport aujourd'hui, mais pour Amnesty, le but, c'est d'aller plus loin. Aujourd'hui, il y a la Cour pénale internationale qui s'est déjà saisie de ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires occupés. Nous lui demandons de voir ce qui se passe aussi dans l'État d'Israël, derrière la ligne verte, on va dire. Et puis aussi que les pays de la communauté internationale prennent leurs responsabilités. Je veux dire, autant je peux comprendre, et nous le disons d'ailleurs, nous comprenons que certaines mesures soient prises au nom de la sécurité. C'est le devoir de l'État d'Israël de protéger ses citoyens. Ça, c'est évident. Mais ça ne veut pas dire, comme vous le disiez, que toute la population doit en payer le prix lourd. Et ça, il revient alors à la communauté internationale de rappeler à Israël aujourd'hui que ce pays a des obligations et que ses gouvernements. Lorsque j'entends M. Netanyahou qui dit Israël n'est pas l'État de tous les citoyens, mais l'État-nation du peuple juif et uniquement du peuple juif, voilà. On a compris en tout cas que vos avis étaient totalement divergents. Merci en tout cas d'être venu exposer vos arguments l'un et l'autre dans un climat calme et serein. Et c'est aussi important de le faire de cette manière. Merci à tous les deux, à tous les trois, même aussi à vous, Daniel Fontaine. La première. Déclic. Et dans un tout petit instant, la question du jour d'Arnaud Ruyssen. Combien est-ce qu'on va économiser grâce aux nouvelles mesures énergie décidées par